Que se passe-t-il lorsque plus de 8000 professionnels africains, médecins, ingénieurs, enseignants décident de quitter l'Occident, non pas parce qu'ils y ont été rejetés, mais parce qu'une force plus profonde les a rappelés chez eux? Cela s'est déroulé dans le silence, et pourtant, cela a ébranlé le monde. En seulement 72 heures, plus de 8000 Africains, médecins, informaticiens, agriculteurs, ont rompu des contrats valant des millions, refermé leurs ordinateurs portables dans la Silicon Valley, quitté leurs cliniques à New York et embarqué dans des avions à destination de Ouagadougou au Burkina Faso. Pas pour l'argent, pas pour la terre, mais parce qu'un homme, le président Ibrahim Traoré, a prononcé une seule phrase à la radio: nous n'avons pas besoin de dons, nous avons besoin de vous. Ce murmure est devenu tonnerre. Des aides de plusieurs milliards n'avaient jamais réussi à provoquer cela. Les politiques migratoires n'avaient jamais stoppé l'hémorragie. Et pourtant, une simple phrase a restauré ce que des décennies de promesses n'avaient pu tenir. Si des mots seuls peuvent ramener une génération au pays, qu'est-ce qu'ils pourraient encore réveiller? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir l'Afrique. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Vous aurez envie de suivre cette histoire jusqu'au bout. Cela n'a pas commencé par un rassemblement, ni par une fanfare, ni par un drapeau dressé face au vent, mais par une phrase portée par de fragiles ondes radio à travers la nuit africaine. Nous n'avons pas besoin de dons, nous avons besoin de vous. Pas d'applaudissements tonitruants, juste une voix calme, celle du président Ibrahim Traoré glissant dans les cuisines, les bus et les chambres comme un psaume inattendu. Pourtant, ce que ces mots accomplirent en 72 heures, aucun programme d'aide de plusieurs milliards, aucun sommet international ne l'avait jamais réussi. À New York, un neurochirurgien était assis face au conseil d'administration d'un hôpital, un stylo à la main, sur le point de signer un contrat valant des millions. Des années de formation, des années de promesses, tout était là devant lui. Puis la phrase résonna de nouveau sur son téléphone diffusé par une chaîne burkinabé. Nous avons besoin de vous. Il reposa le stylo. Il plia le contrat. À la fin de la journée, il réserva un aller simple pour Ouagadougou. En Californie, un jeune ingénieur en informatique, CV impeccable à la main, roulait vers une tour de verre étincelante pour un entretien dans l'une des firmes les plus prestigieuses de la Silicon Valley. Au feu rouge, il réécouta la diffusion. Sa poitrine se serra. Il pensa au village où des enfants étudiaient encore à la lueur des bougies. Il pensa à la voix de sa grand-mère lui disant: tes mains ne sont pas faites seulement pour des étrangers. Il se rangea sur le bas-côté, fit demi-tour et se dirigea directement vers l'aéroport international de San Francisco. Et en Allemagne, une mère préparant le dîner regarda sa fille assise en face d'elle. Elle murmura, presque comme une prière: il est temps. Sa fille, qui étudiait la médecine à Berlin, leva les yeux avec des larmes. Le lendemain, leurs valises étaient prêtes. Cela se propagea comme un feu invisible, non organisé, non marketé, non planifié, mais indéniable. Comme la première trompette dans le livre de l'Exode, ces mots réveillèrent une armée endormie. Ce n'était pas une armée de soldats, mais une armée de bâtisseurs, de soignants, de programmeurs et de rêveurs dispersés à travers le monde, attendant une raison de revenir. Croyez-vous que le message de Traoré puisse remodeler une nation? Écrivez Amen en commentaire si vous êtes à ses côtés. Qu'est-ce qui rendait ce murmure différent des innombrables discours prononcés dans les salles de conférence? Qu'est-ce qui le rendait plus incisif que des décennies de rapports signés à Bruxelles ou à Washington? Ce n'était pas un appel à la pitié, ni une demande de charité, ni un bilan de dette. C'était la dignité. C'était la restauration de la valeur. Pendant des générations, les Africains de la diaspora s'étaient vus dire qu'ils étaient utiles ailleurs, célébrés lorsqu'ils partaient invisibles, lorsqu'ils restaient. Pour la première fois, un dirigeant disait de l'inverse: vous n'êtes pas tolérés, vous êtes nécessaires. L'histoire semblait faire écho. Dans les années 1980, Thomas Sankara avait envoyé 600 orphelins à Cuba croyant qu'ils reviendraient avec les compétences pour bâtir une nouvelle nation. Mais son rêve fut interrompu par l'assassinat de ses enfants dispersés. Aujourd'hui, des décennies plus tard, les petits-enfants de cette même époque rentraient non pas parce qu'un gouvernement les envoyait, mais parce que leur propre cœur répondait à un appel. Ce que Sankara avait espéré orchestrer, Traoré l'avait déclenché en leur rappelant leur propre pouvoir. Une contradiction se dressa tranchante comme l'acier. Pourquoi des milliards d'aides étrangères n'avaient-ils pas réussi à produire ce type de retour? Pourquoi d'interminables projets de développement n'avaient-ils jamais inversé la fuite des cerveaux? Se pouvait-il que l'Afrique n'ait pas sombré par pauvreté de ressources, mais par pauvreté de reconnaissance? Se pouvait-il que la seule chose que les bailleurs internationaux n'avaient jamais offert fut précisément celle qui comptait le plus: la dignité? Les aéroports devinrent des cathédrales de retrouvailles. Les familles pleuraient.
en voyant revenir des fils et des filles perdus de longue date. Des inconnus s'embrassaient dans les terminaux. Des agents de l'immigration mettaient de côté les protocoles pour porter les valises de femmes âgées qui avaient décidé qu'elles mourraient sur la terre où elles étaient nées et non dans un hôpital étranger. Aucun d'eux n'avait la promesse de la facilité. Aucun n'avait la garantie du confort. Mais tous avaient entendu l'appel du retour. Les journalistes tentèrent d'expliquer. Certains parlèrent d'irrationalité, d'autres d'euphorie passagère. Mais les visages racontaient une autre histoire. Un informaticien serrant un ordinateur portable, un agriculteur tenant un sac de semences ancestrales enveloppé dans un tissu, une infirmière portant son badge d'hôpital d'Oslo en descendant du tarmac à Ouagadougou. Chaque visage portait la même conviction, ce n'était plus l'exil, c'était le retour. Dans les églises et les mosquées, les mots furent répétés comme des écritures. Des pasteurs y virent une prophétie. Des imams l'appelèrent un rappel. Des chœurs en firent un refrain. Nous n'avons pas besoin de dons. Nous avons besoin de vous. Ce n'était plus la voix d'un seul homme, c'était devenu la voix collective d'un peuple se convoquant lui-même depuis les confins de la terre. Et la question brûlait de plus en plus fort à chaque arrivée pourquoi des investissements étrangers et des interventions internationales soutenues par la puissance des empires échouaient-ils à émouvoir les cœurs alors qu'une simple phrase sur une fréquence radio grésillante pouvait réécrire le destin. C'était le paradoxe auquel le monde ne savait répondre. Mais ceux qui descendaient des avions ne se souciaient pas de paradoxe. Ils ne se souciaient que du sol sous leurs pieds de l'air qui sentait la mémoire et de la certitude que pour la première fois depuis des décennies, leur patrie leur ouvrait les bras. Le murmure était devenu un mouvement. Le mouvement était devenu une marée. Et la marée ne cessait de monter. L'aéroport international de Ouagadougou n'avait jamais rien vu de tel. Pas plus que le plus petit aéroport de Bobo-Dioulasso. Des terminaux construits pour accueillir des touristes ou des hommes d'affaires débordaient soudain de médecins en blouse blanche, d'ingénieurs, serrant leurs ordinateurs portables de paysans, portant des sacs de terre liés par des cordes. Les agences de sécurité abandonnaient les protocoles rigides, guidant les familles à travers les portes avec des sourires tremblants. Ce n'était pas le chaos, c'était la conviction. Il y avait cette fillette pas plus âgée que 12 ans, serrant contre elle des plans roulés pour une maternité qu'elle rêvait de construire depuis son enfance. Elle les tenait comme des écritures, refusant de les lâcher même lorsque sa mère tentait d'alléger son fardeau. Il y avait ce vieil homme voûté par les années qui plaça une bêche rouillée dans les mains d'un jeune agronome. Elle creusera plus profond entre tes mains que jamais entre les miennes, murmura-t-il. Et il y avait ce soldat raide sur le tarmac, saluant une femme en uniforme d'infirmière, qui portait encore son badge d'hôpital venu d'Oslo. Elle lui rendit son salut en larmes, le poids de deux mondes dans les yeux. Ce n'étaient pas des scènes de désespoir, mais de retour. Pourtant, pour les journalistes occidentaux, ces images ne correspondaient pas à l'histoire qu'ils avaient répétée des décennies durant. Ils parlèrent d'une anomalie dans les données migratoires. Certains refusèrent même de les relater comme si le silence pouvait effacer ce qui se produisait. Mais le silence ne pouvait effacer les pas résonnant dans le hall des arrivées de Ouagadougou, ni les étreintes échangées sous le ciel nocturne de Bobo Dioulasso. Une figure attira particulièrement l'attention, une créatrice de mode autrefois, surnommée le Miracle de Milan. Son nom avait orné les magazines de luxe, ses modèles avaient défilé sur les podiums de Paris. Mais elle avait recouvert de jaune un entrepôt délabré pour en faire une salle de classe. Elle apprenait à des fillettes pieds nus à coudre des étoffes, tissant, dans chaque motif, des proverbes ancestraux. La beauté n'appartient pas seulement à Milan, dit-elle. Elle appartient aux mains de nos filles. Les caméras ne savaient pas comment capter cela. Pour elles, l'histoire de l'Afrique avait toujours été celle de la rareté. Comment pouvait-elle cadrer une abondance née du retour? Les chiffres rendaient la chose indéniable. On estime que la diaspora du Burkina Faso compte plus de 2 millions de personnes. Chaque année, elles envoient près de 500 millions de dollars en transfert. Pendant des années, cet argent avait été célébré comme la preuve que la migration était une bouée de sauvetage. Mais voici le paradoxe, si seulement 10% de ceux qui vivaient à l'étranger rentraient non pas leur argent, mais eux-mêmes le PIB du pays pourrait croître d'au moins 5% en une seule année. Ce n'était plus seulement des fonds, mais des cerveaux qui revenaient. Et aucun économiste n'avait de modèle pour l'expliquer. Les groupes WhatsApp, autrefois saturés de transferts d'argent et de conseils pour les rendez-vous consulaires, regorgeaient désormais de projets de start-up, de cartes cadastrales et de schémas. Un groupe à Paris envoyait des modèles d'irrigation à des cousins à Kaya. Un cercle de programmeurs à Montréal partageait des codes de sécurité pour des hôpitaux capables de fonctionner hors ligne. Des maires en Belgique comparaient des structures de garderie avec des voisines à Ouagadougou. C'était comme si les artères même de la diaspora s'étaient réorientées, ramenant le sang vital vers le cœur au lieu de l'éloigner.
Les analystes occidentaux marmonnaient sur la durabilité sur la question de savoir si un tel élan pouvait durer. Mais ceux qui étaient sur le terrain ne débattaient pas de durabilité. Ils plantaient des semences, mélangeaient du ciment, rouvraient des classes, réparaient des systèmes de données. Ils n'avaient pas de temps pour les débats des think tanks. Ils étaient trop occupés à bâtir. Et pourtant, sous la célébration, une vérité plus tranchante apparut. Depuis des décennies, on avait dit aux Africains que la migration était un choix, que l'opportunité se trouvait à l'étranger, que partir était le chemin rationnel. Mais si tant pouvait abandonner contrats, carrières et confort en 72 heures, était-ce vraiment un choix? Ou l'exil avait-il été imposé par des systèmes conçus pour vider un continent de sa sève? La contradiction faisait mal. Des milliards d'aides avaient afflué vers l'Afrique, mais aucune aide n'avait jamais produit un tel flot. D'innombrables ONG étrangères avaient mené des campagnes, mais aucune n'avait ramené autant de personnes en si peu de temps. Pourquoi alors une seule phrase prononcée par Ibrahim Traoré pouvait-elle inverser une marée qui paraissait irréversible? À Ouagadougou, des familles apportaient des chaises et des couvertures dans les halls d'arrivée pour attendre leurs proches. Des enfants brandissaient des pancartes en dialecte locaux disant Bienvenue à la maison. À Bobo Dioulasso, des musiciens se rassemblaient devant l'aéroport, mêlant tambour et guitare, chantant un retour qu'ils n'avaient jamais espéré voir. Une grand-mère serra son petit-fils et murmura Tu vois, il disait que nos enfants ne reviendraient jamais. Mais la terre appelle toujours. Ce qu'on appelait autrefois fuite des cerveaux devenait retour des cerveaux. Ce qu'on célébrait comme transfert d'argent était remplacé par des racines. Et la question qu'aucun titre ne pouvait éviter était la suivante: si des millions sont partis parce qu'on les y a poussés, et non parce qu'ils l'ont choisi, alors l'exil a-t-il jamais été une liberté? Ou n'était-ce qu'une autre forme de captivité qu'on pouvait enfin briser en se souvenant du foyer? Le flot n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Les aéroports débordaient, les villages s'animaient et les gros titres tremblaient. Mais hors du Burkina Faso, dans les couloirs vernis du pouvoir, l'ambiance n'était pas à la célébration. Elle était à l'alarme. Au Fonds monétaire international, des notes internes utilisaient une nouvelle expression, l'inversion de la fuite des cerveaux. Pendant des décennies, le monde avait parlé du départ des talents africains comme d'une loi naturelle aussi inévitable que les marées. Désormais, ces mêmes voix murmuraient le danger, la perturbation, les hôpitaux occidentaux perdant leur personnel, les laboratoires de recherche devenant silencieux. À la Banque mondiale, des économistes rédigèrent des avertissements selon lesquels la tendance, si elle se poursuivait, pourrait déstabiliser des secteurs essentiels en Occident. C'était un aveu stupéfiant, révélant ce qui avait toujours été vrai, mais jamais dit. La perte de l'Afrique avait toujours été le gain de quelqu'un d'autre. À Washington, l'inquiétude vira à la panique. Un câble classifié plus tard divulgué décrivait le risque en termes crus. Si les médecins africains continuent de rentrer, 5 grandes villes américaines connaîtront des pénuries aiguës de personnel hospitalier d'ici 2 ans. Un autre rapport avertissait que les universités européennes auraient du mal à retenir les professeurs africains s'ils choisissaient de rentrer chez eux. Soudain, la stabilité même qui s'était construite sur l'absence de l'Afrique était remise en question. À Bruxelles, l'Union européenne modifia discrètement ses conditions de visa. Ce qui avait autrefois été des bourses ouvertes commença à inclure des clauses de non-retour, obligeant de jeunes chercheurs africains à rester à l'étranger après leur diplôme. Cela se dissimulait sous un langage bureaucratique, mais le message était clair: vous pouvez étudier, mais vous ne pouvez pas rentrer. Depuis des siècles, on avait dit à l'Afrique qu'elle avait besoin du monde. Désormais, le monde montrait qu'il avait besoin de l'Afrique, plus qu'il ne l'avait jamais avoué. Et tandis que ces politiques étaient rédigées dans des tours de verre, une lumière vacillait dans un village rural. Sous la faible lueur d'une lampe à pétrole, un homme penché sur des feuilles de papier traçait du code à la main. C'était un ingénieur logiciel qui avait autrefois conçu des algorithmes pour une banque prestigieuse à Londres. Il avait sécurisé les systèmes financiers européens, son travail loué dans des conseils d'administration loin de chez lui. Maintenant, avec le bourdonnement des insectes dans la nuit, il élaborait un système de vote hors ligne pour son village, un système qui ne pouvait être piraté, manipulé ou réduit au silence. Ses mains étaient tachées d'encre, non de clavier poli. Son alimentation électrique n'était qu'une batterie de voiture. Mais sa détermination brillait plus fort que n'importe quel néon londonien. La contradiction était saisissante. Les institutions occidentales appelaient cela dangereux, déstabilisant. Mais qu'est-ce qui était réellement déstabilisé? Le fait qu'un village africain puisse organiser ses propres élections sans serveurs étrangers, le fait que des hôpitaux puissent être dotés par leurs propres enfants au lieu de dépendre de rotations humanitaires. Si c'était cela le danger, alors quelle stabilité était véritablement menacée?
Les diplomates vinrent portant leurs attachés, cassés, lustrés, leurs avertissements appris par cœur, leurs offres voilées. Ils exhortaient à la prudence, à la responsabilité, à l'alignement mondial. Ils parlaient de tensions budgétaires, de risques pour l'intégration. Mais Ibrahim Traoré ne les accueillit ni par le feu, ni par la fureur. Il les accueillit par le calme. Sa voix, aussi posée que lors de sa première diffusion radiophonique, portait plus de poids que toute leur délégation. Vous les avez eus pendant 30 ans, dit-il doucement. Laissez-nous les avoir pour une génération. La salle se tut. Certains griffonnèrent des notes. D'autres se remuèrent mal à l'aise. Ce n'était pas un refus, c'était une redéfinition. Pour une fois, l'Afrique ne demandait pas la permission. Elle énonçait un fait. Et au-delà de cette salle close, le débat faisait rage. À Paris, des commentateurs le comparaient à un second exode. Des analystes à Tel Aviv demandaient si cela pouvait refléter le retour des Juifs en Israël après des siècles de dispersion. Un continent entier pouvait-il rappeler ses fils et ses filles, non par la force, mais par la dignité? Se pouvait-il que la renaissance de l'Afrique ne vienne pas avec des armées ou des subventions étrangères, mais avec son propre peuple répondant à l'appel de la mémoire? La question planait comme une fumée au-dessus de toutes les rédactions. Si c'était bien le second exode, qu'est-ce que cela signifiait pour l'ordre mondial qui s'était bâti sur le premier? Partager cette histoire? Si vous croyez que l'Afrique mérite de retrouver son peuple et non de le voir drainer au profit des autres. La bataille du récit avait commencé. L'Occident appelait cela un risque. L'Afrique appelait cela un retour. Et le monde commençait à comprendre que l'histoire du XXIe siècle ne s'écrirait peut-être pas à Washington ou à Bruxelles, mais à Ouagadougou. Cela commença comme la première pluie après une longue et impitoyable sécheresse. D'abord une goutte, puis un filet, et soudain la terre revivait. C'est ainsi que la souveraineté revint au Burkina Faso. Non pas par des décrets gravés dans le marbre, ni par des contrats étrangers signés à Bruxelles, mais par le rythme quotidien de son peuple reprenant ce qui lui appartenait. Dans les salles de classe, le changement était indéniable. Pendant des décennies, les enfants récitaient la littérature française comme si leur valeur dépendait de la plume de Victor Hugo. Désormais, les manuels portaient les noms de Chinua Achebe et de Mariam Abba, des voix qui racontaient les luttes et les victoires de leur propre peuple. Les enseignants narraient l'histoire de rois et de reines longtemps ensevelis dans la tradition orale désormais couchée aux côtés de Shakespeare et Dickens. Dans une école rurale, un garçon leva la main et dit avec fierté « Je sais qui est Achebe. Il écrit sur nous. » Ce n'était pas seulement un programme scolaire, c'était une identité retrouvée. Dans les tribunaux, le son de la justice changea. Jadis confinés aux Français seuls, les audiences se déroulaient désormais en 3 langues, français-anglais et le dialecte local du peuple jugé. Un magistrat formé à Londres s'arrêta lors d'une audience télévisée, puis déclara « La justice doit parler la langue du peuple qu'elle prétend servir ». Les applaudissements éclatèrent non pas dans les tribunes remplies d'observateurs étrangers, mais chez les paysans, les mères et les enfants qui pouvaient enfin comprendre la loi avec leur propre voix. Pendant ce temps, dans les champs, la souveraineté avait le goût du grain. De nouvelles chaînes d'approvisionnement reliaient directement les paysans aux marchés régionaux, éliminant les intermédiaires européens qui siphonnaient depuis longtemps les bénéfices. Grâce à des syndicats logistiques gérés par les rapatriés, les prix se stabilisèrent. En quelques mois, les paysans virent leurs profits augmenter de près de 40%. Pour la première fois, ils pouvaient acheter des tracteurs au lieu de les louer, réinvestir dans leur sol au lieu de voir leurs richesses s'évaporer à l'étranger. Un paysan éclata de rire en regardant sa récolte. Il disait que notre sueur valait des centimes. Aujourd'hui, elle nourrit des nations. Mais la souveraineté n'était pas seulement systémique. Elle était profondément humaine. À Bobo Dioulasso, une vieille femme qui avait passé des années à voir ses petits-enfants lutter avec des langues étrangères, rassembla les enfants du quartier dans sa cour le soir. À la lueur de lampes à pétrole, elle leur enseignait des proverbes ancestraux. Vous connaissez l'alphabet, leur dit-elle, mais vous devez aussi apprendre la racine. Ces leçons ne portaient pas seulement sur la grammaire, elles parlaient de mémoire d'appartenance. Et puis, il y avait cette fille âgée de seulement 14 ans dont le cousin naquit trop tôt à le temps pour vivre. Dans un pays autrefois dépendant d'incubateurs importés qui arrivaient en retard ou jamais, elle récupéra des fils des ventilateurs et du plastique dans une casse. Elle construisit un incubateur rudimentaire et sauva la vie de son cousin. Lorsqu'on lui demanda comment elle appelait son invention, elle répondit timidement « moteur d'espoir ». Ces noms se répandirent dans les villages plus vite que n'importe quelle annonce gouvernementale. L'espoir était revenu et il avait été fabriqué de l'intérieur. Dans les rues de Ouagadougou, une affiche apparut. Elle montrait une jeune fille en blouse blanche, le regard ferme, les lèvres résolues. En dessous, les mots étaient simples.
Je ne rêve plus de partir. Cette seule phrase devint graffiti sur les murs paroles de chansons et même prénoms donnés aux nouveau-nés. C'était un rejet du désespoir du siècle passé quand chaque famille mesurait sa réussite à travers les visas et les départs. Désormais, le nouveau rêve était enraciné dans le fait de rester. La comparaison était impossible à ignorer. Ce retour n'était pas sans rappeler l'arrivée des pluies après une saison de terre craquelée. Chaque retour était une goutte, et ensemble ils formaient une crue qui nourrissait chaque recoin de la nation. Des champs jadis stériles sous la dépendance donnaient maintenant vie sous l'autodétermination. Des voix réduites au silence dans l'exil devenaient des chœurs de renouveau. Et pourtant, dans des bureaux vernis loin de là, on qualifiait cela de déstabilisant. Des rapports avertissaient que l'exode des talents hors d'Europe et d'Amérique mettait en danger leurs propres hôpitaux, leurs propres universités. Ils qualifiaient dès le mouvement de dangereux, fragile, insoutenable. Mais une question résonnait dans l'air, comme un grondement. La stabilité dont il parlait avait-elle jamais été celle de l'Afrique? Ou bien était-ce la stabilité d'un système qui dépendait du maintien des meilleures intelligences africaines à l'étranger? Cette question tranchait plus fort que n'importe quelle accusation. Pour les gens qui reconstruisaient leurs tribunaux, leurs écoles, leurs cliniques, la stabilité ne se mesurait pas avec des indicateurs occidentaux. Elle se mesurait aux enfants apprenant leurs propres héros aux patients, survivant dans des hôpitaux dotés localement aux paysans gardant le fruit de leur propre travail. La souveraineté en marche n'était pas abstraite. C'était la leçon de la grand-mère, l'incubateur de la jeune fille, l'affiche sur un mur. C'était la première pluie tombant sur une terre assoiffée, et ce n'était que le commencement. L'étincelle née à Ouagadougou ne s'arrêta pas aux frontières du Burkina Faso. Comme un feu de brousse courant à travers les hautes herbes, elle franchit rivières et déserts, embrasant des nations qui avaient longtemps attendu un tel signal. À Accra, au Ghana, des médecins formés à l'étranger ouvrirent le premier centre de traumatologie du pays entièrement doté par des rapatriés. À Cotonou, au Bénin, des agronomes bâtirent un coffre vivant de semences indigènes, préservant des variétés autrefois menacées d'extinction. Et à Nairobi, au Kenya, des programmeurs adaptèrent le modèle inauguré au Burkina Faso pour créer une base nationale de données de santé écrites non en anglais, mais en code structuré selon la syntaxe Swahili. Soudain, le retour n'était plus une stigmatisation, c'était un insigne de mission. Des communautés de la diaspora de Londres à New York se réunissaient dans des salles louées et murmuraient des mots autrefois empreints de honte. Je rentre. Mais le ton était désormais différent. Ce n'était pas celui de quelqu'un vaincu par des terres étrangères. C'était la conviction de celui qui avait trouvé un sens. Nous ne reculons pas, dit un banquier à Londres, nous nous déployons. Les histoires se multiplièrent important le drame du sacrifice personnel, mais aussi la joie de l'appartenance. Un agriculteur qui avait jadis vendu des semences patrimoniales sur un petit étal d'un marché italien glissa désormais ses semences dans sa valise, revenant les planter dans la terre, même que ses grands-parents avaient cultivé. Je les vendais en euros, dit-il en riant, en pressant une poignée dans la terre, mais ici elles n'ont pas de prix. Un ingénieur kényan qui gagnait autrefois un salaire à 6 chiffres dans la Silicon Valley rangea ses livres et quitta les tours de verre derrière lui. Dans un amphithéâtre sombre de originaire de l'université de Nairobi, il écrivit du code au tableau noir, non en anglais, mais en swahili. Les étudiants se penchèrent les yeux écarquillés lorsqu'il déclara: Si la langue peut être une barrière, alors la langue peut aussi être la clé. Désormais codez dans vos propres mots. La classe explosa non seulement en applaudissements, mais en soulagement. On leur disait enfin que leur langue n'était pas un handicap, mais une force. La révolution ne se déroulait pas seulement dans les institutions, mais aussi dans les cuisines et les cours intérieurs. Des familles autrefois fracturées par la distance s'asseyaient désormais autour d'une même table. À Dakar, une grand-mère servit du riz à son petit-fils et murmura: Les racines n'ont pas besoin de permission pour repousser. Ces mots avaient plus de force que n'importe quelle politique, car ils rappelaient à chaque génération que le retour n'était pas accordé par des visas ou des gouvernements, c'était un droit de naissance. Les médias occidentaux s'évertuaient à trouver des mots pour expliquer ce qui se passait. Anomalie migratoire inversée, diront certains. Bug de la diaspora, affirmèrent d'autres. Mais ceux qui le vivaient savaient que ce n'était pas un bug. C'était une restauration. Pendant 50 ans, l'Afrique avait été vidée de ses esprits les plus brillants de ses corps, les plus vigoureux de ses esprits, les plus créatifs. Désormais, la marée s'inversait, non pas grâce à des notes de politique ou à des dispositifs incitatifs, mais à cause d'une vérité irrésistible. La maison avait appelé, et ses enfants avaient répondu. Le paradoxe résonnait plus fort à chaque avion qui atterrissait. Si le monde tremblait désormais à l'idée de perdre des médecins et des ingénieurs africains,
Avait-il jamais pris le temps de réfléchir à ce que l'Afrique avait perdu quand ses mêmes fils et filles avaient été arrachés? Pendant des décennies, des hôpitaux s'étaient effondrés sans leurs soignants, des classes s'étaient vidées sans leurs enseignants, et des villages avaient souffert de la faim sans leurs paysans. L'Occident appelait cela du progrès, mais pour l'Afrique, c'était l'exil. Désormais, alors que l'équilibre se renversait, l'injustice devenait impossible à ignorer. Et pourtant, il n'y avait aucune amertume dans le retour, seulement de la détermination. Un médecin au Ghana leva les yeux de la table d'opération et dit: «Ils pensent que nous les abandonnons. Mais non, nous nous rattrapons enfin nous-mêmes.» Un enseignant au Bénin déclara: «Nous n'abandonnons pas le monde. Nous lui montrons comment guérir.» Le mouvement au-delà des frontières ne concernait pas seulement l'Afrique qui rappelait ses enfants. Il s'agissait de réécrire la logique même de la migration. Non plus unidirectionnelle, non plus dictée par le désespoir, mais un choix conscient guidé par la dignité. Et ainsi, l'appel résonne jusqu'à vous. Quelles compétences ramèneriez-vous chez vous si vous répondiez à cette trompette? Serait-ce votre voix, vos mains, vos connaissances, votre cœur? Écrivez-le en commentaire. Car votre voix compte. Chaque goutte compte dans la marée qui est en train de remodeler un continent. Tout commença par un murmure à la radio. Cela devint un flot de pas dans les aéroports. Et maintenant, c'est un brasier qu'aucune puissance sur Terre ne peut éteindre. Partout en Afrique, les villages et les villes s'illuminent. La nuit des flammes du retour, non pas les flammes de la destruction, mais celles du renouveau. Des ouvriers se rassemblent autour d'écoles et d'usines à moitié construites, réchauffant leurs mains, en chantant les chansons que leurs grands-parents chantaient jadis sous les chaînes coloniales. Mais cette fois, le feu ne brûle pas comme résistance. Il brûle comme création. Sur le mur d'un marché de Ouagadougou, une fresque s'élargit chaque semaine la carte de l'Afrique, mais dont les frontières de chaque pays sont remplies non de drapeaux européens ou de tampons de dette, mais de couvertures, de passeports rapportés par les rapatriés. Vert, bleu, bordeaux, noir, tous collés ensemble, jusqu'à ce que le continent lui-même soit reconstitué à partir des fragments de son exil. Et sous cette fresque, une fillette se tient avec une pancarte en carton. Elle n'y a pas écrit « Je suis l'avenir », elle y a écrit « Je suis le retour ». Ce n'est pas une migration, c'est une restauration. Ce n'est pas de l'aide, c'est la souveraineté. L'aide a toujours été conditionnelle. La migration a toujours été présentée comme une nécessité. Mais la restauration est inconditionnelle. C'est la réparation de ce qui avait été brisé. C'est la réponse aux prières murmurées des générations durant. C'est l'Afrique qui ne quémande plus ce qui fut perdu, mais qui le rassemble à nouveau avec des mains ouvertes et une volonté inébranlable. Même les chiffres ne peuvent te masquer ce qui se passe. La diaspora du Burkina Faso compte à elle seule plus de 2 millions de personnes envoyant chaque année près d'un demi-milliard de dollars de transferts. Les économistes appelaient cela une bouée de sauvetage. Mais qu'est-ce qu'une bouée si elle attache le corps à une rive étrangère? Aujourd'hui, des experts estiment que si seulement 10% de ces enfants rentraient, le PIB du pays pourrait croître de 5%. Si 20% rentraient, le gain doublerait. Mais même ces chiffres ne capturent pas la véritable richesse. Car comment mesurer une grand-mère enseignant des proverbes sous les étoiles? Comment quantifier une adolescente de 14 ans soudant une machine qui sauve la vie d'un nouveau-né? Les chiffres sont vertigineux, mais l'esprit est incommensurable. Et au centre de cet éveil se tient un homme qui refuse d'être appelé sauveur, mais que des millions appellent désormais un signal Ibrahim Traoré. Il n'a pas demandé de monument, il a demandé des mains. Il n'a pas exigé l'obéissance, il a invité au retour. Sa voix a atteint les enfants dispersés de l'Afrique, non par des promesses d'argent, mais par la promesse de sens. Et pour cela, Ibrahim Traoré est devenu non seulement le dirigeant du Burkina Faso, mais un symbole de l'élévation du continent. Si vous parcourez aujourd'hui les Burkina Faso Latest News, vous n'y trouverez pas seulement des titres de crise. Vous y trouverez des titres de renaissance, des titres qui montrent l'Afrique remodelant l'imaginaire mondial du pouvoir de la dignité et de l'appartenance. L'Occident peine encore à raconter cette histoire. Il l'appelle inversion de la fuite des cerveaux. Ils disent que ce n'est pas durable. Ils avertissent que les économies étrangères s'effondreront sans la main-d'œuvre africaine. Mais peut-être que le paradoxe le plus vrai est celui-ci: pendant des décennies, l'effondrement de l'Afrique fut ignoré. Quand les médecins partaient, qui pleuraient? Quand les enseignants disparaissaient, qui portaient le deuil? Maintenant qu'ils reviennent, soudain, le monde se lamente de sa perte. Mais l'Afrique n'écoute pas ses pleurs. L'Afrique écoute les battements de son propre sol. Sur un chantier aux abords de Bobo-Dioulasso, les rapatriés allument chaque soir un grand feu. Autour, ils déposent des symboles de leur vie, passer un stéthoscope, un ordinateur portable
une couverture de passeport, et il laisse le feu les transformer en étincelles montant vers le ciel nocturne. Chaque étincelle est un vœu, nous ne serons plus jamais dispersés. Un homme qui avait laissé derrière lui un contrat d'1 million de dollars à New York jeta sa cravate dans les flammes et dit: Je n'ai jamais été pauvre d'argent, j'étais pauvre de sens. Maintenant, je suis riche à nouveau. Des enfants s'assoient autour du cercle et écoutent. Une fillette âgée de 10 ans à peine tient sa pancarte bien droite: Je ne suis pas l'avenir, je suis le retour. Et dans sa voix résonne une puissance plus ancienne que ses années, comme si elle parlait non seulement pour elle-même, mais pour les orphelins de Sankara, pour les esclaves arrachés il y a des siècles, pour chaque Africain qui a un jour rêvé du foyer. C'est le second exode, non pas forcé par les chaînes, mais porté par le choix. Non pas mené vers une terre promise, mais reprenant la terre qui avait toujours été la leur. Le retour n'est pas seulement vers le sol, mais vers l'âme. Et ainsi, je vous le demande, oui, vous qui écoutez en ce moment, croyez-vous que ce mouvement peut remodeler les nations? Croyez-vous que les mots d'Ibrahim Traoré peuvent briser le sortilège de la dépendance et éveiller la souveraineté? Si vous y croyez, alors écrivez Amen en commentaire. Partagez cette histoire pour que le feu se propage encore plus loin. Et abonnez-vous non pour vous divertir, mais pour vous tenir aux côtés d'un continent en éveil. Car votre voix, votre clic, votre commentaire, il compte. Chaque écho construit le cœur du retour. Souvenez-vous de cette vérité, il n'a jamais été question de partir. Il a toujours été question d'avoir été volé. Et ce qui est volé doit un jour être restauré. C'est pourquoi quand vous lisez aujourd'hui les Burkina Faso Latest News, vous ne lisez pas des titres parlant de bol de mendicité. Vous lisez des ingénieurs codant dans leur langue maternelle, des paysans plantant des semences ancestrales et des enfants chantant sous la fresque d'un continent reconstitué. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la dépendance, c'est la souveraineté en marche. Et la souveraineté est contagieuse. Le Ghana la ressent, le Bénin la ressent, le Kenya la ressent. Même au-delà des océans, dans les rues de Harlem et de Brixton, le battement des tambours s'intensifie. L'éveil n'a pas de frontières car il est né avant les frontières. C'est l'héritage de l'Afrique désormais repris. Et le monde ne peut l'arrêter car il ne dépend pas de permission. Il dépend des peuples. Il dépend de nous. Alors, ce soir, tandis que les brasiers flambent et que la fresque grandit, que les derniers mots soient clairs, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un titre dans les Burkina Faso Latest News. Il est le rappel qu'une voix peut éveiller des millions, qu'un appel peut rassembler les dispersés, qu'un retour peut déclencher une révolution de l'appartenance. Nous ne sommes pas des migrants. Nous sommes le retour. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des bâtisseurs. Et le monde commence seulement à comprendre le feu qu'il avait tenté d'éteindre.